Voilà, merci en tout cas pour ça. On va parler de la mort et de la vie. Et comme on va parler de choses qui sont sympas et de choses qui sont moins sympas, je vous recommande donc la conférence TEDx de Pierre Rabhi qui vous dit « Est-ce qu'il y a une vie avant la mort ?» Voilà. Donc, est-ce que Bitcoin va vous survivre? En fait, on a un certain nombre de personnes ici qui nous disent que Bitcoin, c'est quand même un pari extrêmement fort, extrêmement solide. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est non pas si nous survivons à Bitcoin, mais si Bitcoin, lui, il nous survit. Donc, je vous ai fait un petit guide pratique, un petit guide des bonnes pratiques par rapport au fait que si jamais vous passez outre ou si jamais vous n'avez plus votre capacité de décision alors que Bitcoin est encore là, il faut avoir prévu quelques petites choses. Vous savez qu'il vaut mieux anticiper les choses. Et donc, pour cela, j'ai pris une petite phrase qui joue sur la personnalisation. C'est une phrase d'Oscar Wilde, soyez vous-même, parce que pour les autres, c'est déjà pris. Et donc, ce qui veut dire que quand on va faire un process de mise en place de si je suis plus là ou si j'ai plus la capacité et la faculté de décider, qu'est-ce que j'ai mis en place personnellement? Donc, on a plusieurs types de questions qui peuvent se poser aujourd'hui. C'est des questions qui vont permettre de mettre en place la stratégie. Est-ce que vous pensez, juste pour ceux qui n'ont pas la culture, que vous serez là pour l'émission du dernier bloc? Est-ce que quelqu'un a à peu près une idée de la date de l'émission du dernier bloc, du minage dernier bloc? Oui, par là? 2140. Voilà, 2142 à peu près. Donc a priori, qui dans la salle pense être vivant en 2142? Lève le doigt. Ah, quand même pas mal. Il y a quelques transhumanistes ici. Transmettre ou ne pas transmettre, c'est un choix. Il y a des gens qui disent « moi, je ne veux pas transmettre ». Alors donc, il y a une théorie qui dit « ouais, moi, je pense qu'il ne faut pas transmettre parce que c'est un cadeau empoisonné à mes enfants ». Bon, dans ces cas-là, laisse les bitcoins sur la blockchain. Et puis, il y en a qui disent que finalement, on va faire un peu plus que 21 millions parce que comme il y a 1,5 million, puis ils sont perdus dans la foule, on va faire des nouvelles émissions pour éviter ceux qui sont perdus. Bon, j'y crois pas du tout. Donc, moi, je suis venu pour vous dire, si vous voulez transmettre, il y a des outils à utiliser. La question, c'est, je le fais à quel âge? Bon, voilà, on sait tous qu'en skate, en trottinette, en scooter, en moto, en avion, on peut avoir des surprises. Donc je le fais tôt, et plus je le fais tôt, plus je peux affiner ma stratégie au fur et à mesure des années. Alors le problématique, c'est que tout ça, c'est des questions qui sont d'abord des questions fiscales. Donc je commence par le fiscal, je parlais de fiscalité française et je pense vous apporter quelque chose. Oui, c'est l'heure de l'apéro, donc je vous ai mis une bouteille de Tchakoli. Tchakoli, vous savez, c'est un petit vin perlé qui pousse sur les pentes du mont Yaskibel. Goûtez, demandez, c'est très, très sympa. Donc il faut savoir que, contrairement à une idée reçue, les droits de succession s'appliquent aussi sur Bitcoin. Voilà, il y en a qui disent non, non, maintenant t'inquiète pas, je transmets ça à mes enfants, ni vu ni connu, je suis file la clé, c'est bon. Ok, très bien, tu peux faire ça, mais en fait, fiscalement, il y a un petit sujet là-dessus. Ensuite, n'oubliez pas une chose, ça par contre qui est moins connu au niveau fiscal, c'est que quand je donne, je purge la plus-value. J'ai fait partie de ceux qui sont chanceux, qui ont pu acquérir du Bitcoin à 5 €. Et aujourd'hui, il est au prix qu'il est. Je peux me poser la question de savoir si je donne. Et si je donne, ce que je donne, les enfants ne paieront pas la plus-value dessus si ils vendent au même prix. Après, c'est sûr, si je lui donne à 30 000 et que demain c'est à 100 000, il paiera de 30 000 à 100 000. Mais enfin, donner purge la plus-value. Il ne faut pas l'oublier. Et simplement, aujourd'hui, la plus-value en France, c'est globalement 30%. Virgule, pour l'instant. Ensuite, donner de son vivant permet de réduire la pression fiscale, puisqu'en fait, si vous voulez, on peut donner la propriété entière, ou on peut donner la nue propriété ou l'usufruit, j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, je voulais juste aussi vous donner une petite question fiscale, parce que c'est souvent quelque chose que les gens ont découvert. Il faut savoir que vous pouvez faire une différence entre un bien qui est fongible et un bien non fongible. Je ne vous ferai pas l'injure de vous faire la différence entre un bien fongible et non fongible, mais je vous prends deux exemples, la bouteille de Tchakoli et une Tesla, qui est ma vieille Tesla qui a 6 ans. Si je prête à Jacques, merci Jacques de m'écouter avec autant d'acuité, si je prête à Jacques une bouteille de Tchakoli, je connais le penchant de Jacques pour le bon vin. Oui, il y a des bons de Tchakoli, Jacques, oui, si. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Si je lui prête la bouteille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la boire. Oui, vous connaissez bien Jacques. Et donc, il va la boire. Et donc, à ce moment-là, si il doit me rendre la bouteille, je ne m'attends pas à ce qu'il rende la bouteille à moitié bue ou vide.
J'attends à ce qu'ils me rendent une autre bouteille. Si par contre, dans ma grande montée, je prête ma Tesla à Jacques, oui, faut aimer le risque, mais bon, ça arrive. Et donc, je lui prête ma Tesla, j'attends à ce qu'il me rende quoi? Voilà, ma voiture. Hein, j'ai pas forcément envie qu'il m'en rende une autre. Parce que j'y tiens. Ouais, mais à 180 000 km, elle est neuve. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'un côté, j'ai fait un prêt à consommation, et de l'autre côté, j'ai fait un prêt à usage. Donc, qui dit fongible dit prêt à consommation, qui dit non fongible dit prêt à usage. Donc, ce qui veut dire que, aujourd'hui, si je fais un prêt backé par des bitcoins, si je fais un prêt backé par des Ethers et que je veux du fiat en face, je vais faire quoi? Je vais devoir déclarer mes plus-values. Ne l'oubliez pas, parce que je vois qu'un certain nombre de personnes ont oublié ce tout petit détail. Donc, ce qui veut dire, jeton fongible, imposition si c'est un backé si c'est un prêt, si je le mets en garantie d'un prêt. Par contre, si c'est du non fongible, là c'est un peu différent, puisque si c'est du non fongible, eh bien, je peux l'identifier comme tel, et à ce moment-là, je n'ai pas d'impôt sur la plus-value. Donc ça vous laissera peut-être quelques stratégies à utiliser. Alors, je vous ai parlé du démembrement, j'avais posé une question, je me suis posé la question de savoir si j'arrivais sur la scène avec une tronçonneuse. Bon, et puis le coffre était un peu petit. Pourquoi? Parce que le démembrement, c'est possible sans tronçonneuse. Hein, je vais vous l'expliquer pourquoi. Je viens de vous parler donc de fongible et non fongible. Donc une crypto et fongible, non fongible, ça c'est issu du code monétaire et financier. Je viens d'en parler et vous allez voir que ça pose des petits soucis aussi pour la transmission. Je sais ce que je transmets, si c'est un actif numérique ou non. Je reviens sur un petit épisode douloureux pour certains qui ont cru que les tokens de chez Realty, c'était des actifs numériques. Bon, eh ben, avec Dominique Laurent, on leur a prouvé par A plus B que malheureusement, ce n'était pas des actifs numériques. Donc, on ne transmettait pas la même chose quand on transmettait un bitcoin ou quand on transmettait un token de Realty. Et donc, ce dont je vous ai parlé de la fongibilité, ça joue aussi sur le démembrement. Qu'est-ce que le démembrement? Est-ce que certains ici ont une notion de usufruit et nue propriété? Ceux qui ont une notion d'usufruit et nue propriété peuvent lever la main. C'est pas mal, merci, je le dis quand même pour les autres. J'ai un appartement, qu'est-ce que je fais? Je donne l'usage futur, la propriété future à mon fils, donc la nue propriété, et moi je garde l'usage et les fruits. Démembrer, c'est ça, hein, pas besoin de tronçonneuse, vous avez compris. L'usage et les fruits pour l'un, la nue propriété ou la propriété future pour l'autre. Et par exemple, si j'ai 50 ans, ce qui n'est pas un boomer, si j'ai 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un abattement de 50%. Voilà, la nue propriété vaut 50 et l'usufruit vaut 50. Voilà. Si j'ai 51 ans révolus. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est un premier point. Et si je veux donner la nue propriété de Bitcoin, comment je fais là? Si je veux donner la nue propriété de Bitcoin, il n'y a pas de fruit et d'usage pour l'un et de propriété future pour l'autre. Donc, pour ça, le Code civil a disposé d'une chose qui concerne les grains, oui, c'est 1804, hein, le Code civil. Donc les grains, les liqueurs, les linges même étaient concernés par cet article 587 qui dit que l'usufruitier doit jouir tout en conservant la substance. Donc ce qui veut dire que si j'ai une bouteille de Pétrus et que je suis usufruitier, je vais jouir, hein, ou Romanée Conti, hein, pour ceux qui n'aiment pas le Bordeaux. Donc je vais jouir de la bouteille et mon nu propriétaire, il va avoir quoi? Une bouteille vide. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que dit le Code civil? Il dit le nu propriétaire, il aura une créance contre ma succession. Ma succession a une dette envers lui, quoi. Vous voyez? Et bien pour Bitcoin, c'est pareil. C'est considéré comme un actif qui est fongible. Donc, on utilisera les mêmes choses. Ça veut dire que quand vous avez décidé de faire une donation en Bitcoin en vous réservant l'usufruit, c'est un peu technique. Voilà. Donc, il y a des stratégies à mettre en place. Et puis, il ne faut pas oublier deux choses. C'est qu'il y a une réglementation et que cette réglementation, il ne faut pas l'ignorer. C'est enfin une question technique, hein, transmettre, puisqu'il y a un tout petit souci dont on a parlé à l'instant, qui est la clé de récupération, la seed phrase. J'ai ouï dire, je ne citerai pas de nom, mais j'ai ouï dire que nous avions eu des notaires qui avaient gardé dans leur coffre des seeds complètes. Petit 1, ils ne sont pas PSAN. Oui, j'ai cherché un notaire pour venir intervenir sur moi sur scène, mais ils sont tous en vacances cette semaine-ci. En France, hein, tous, il n'y en a pas un qui est... Et donc, si un notaire garde une seed dans son coffre, c'est hyper dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la qualité. Petit 1, même s'il pourrait l'avoir par arrêté ministériel. Deuxièmement, petit souci complémentaire, s'il y a un incendie et que c'est la seule copie, aïe, ça peut faire mal. Et troisièmement, imaginons qu'il a un collaborateur un tout petit peu geek qui a compris à quoi correspondait une seed.
Ça peut être sympa pour le collaborateur, un peu moins pour la responsabilité civile du notaire. Ensuite, la question technique, en fait, on commence à avoir des choses intéressantes qui sont en train d'arriver. Miniscript, je vais en parler tout de suite. Et puis, pour l'univers Bitcoin. Et puis, en fait, ERC 4337, le IP en question est très intéressante. Et les NFT. Et vous allez voir, j'en parle juste après. Donc, on a dit une question fiscale, juridique et technique. Pour la réponse technique. Donc, on a travaillé sur ce sujet avec Liana. Pour ceux qui n'ont pas connaissance de Liana, je vous invite à regarder la chaîne Grand Angle Crypto. Il y a une très bonne vidéo de Guillaume Gollard sur le sujet. Qu'est-ce que permet de faire Liana? Il permet d'utiliser Miniscript, qui est un langage qui va utiliser le langage informatique de la blockchain Bitcoin. Et on a un exemple très simple. On peut décider un time lock. C'est-à-dire, on dit, à partir du moment où ma clé principale, n'est plus active pendant un certain temps, dit time lock, je peux faire en sorte que, au bout de ce time lock, il y ait mes 2 enfants, à qui j'ai préalablement donné des clés, qui puissent faire les dépenses sur ce portefeuille. Vous m'avez suivi? Moi, je, entre guillemets, décède ou ne fais plus de transactions. Après un time lock de 6 mois, 1 an, eh bien, mes enfants, en multisig, peuvent dépenser ce portefeuille. Imaginons que ces enfants ne dépensent pas ce portefeuille. À ce moment-là, je peux avoir une lasky, un institutionnel, si vous voulez, qui récupère et qui va, par exemple, dire si je récupère ça, j'avertis le notaire en question pour dire, moi, en tout cas, j'ai un portefeuille à donner. Ça, c'est génial parce que c'est des choses qu'on peut appliquer à Bitcoin. Vous voyez, on a 2 choses intéressantes qu'on va faire avec Liana et qu'on propose à tous nos clients maintenant, à partir de septembre, puisqu'on a un partenariat. Ça va être de traiter d'un côté la multisig et de l'autre côté les time locks pour avoir la possibilité de récupérer ces cryptos. Ensuite, on peut aller faire des stratégies un tout petit peu plus complexes. Donc pour ça, j'ai eu l'aide de Loïc Morel. Je vous recommande, ceux qui ne le connaissent pas, c'est Pendule sur Twitter ou X. Et Loïc a été très didactique, en tout cas dans ses posts. Et donc, par exemple, on a le premier cas que je viens de vous décider, mais on peut aller faire des trucs beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je décide dans ma famille que ou dans mon entreprise, parce que là, ça peut être sympa pour une entreprise, qu'à partir du moment où j'ai 5 clés et que j'ai une multisig de 3 sur 5, les dépenses se font. Et puis, au bout d'un certain time lock, 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on peut avoir 2 time locks, un time lock de 6 mois et un time lock d'1 an, dans lesquels je dis, voilà, au bout de 6 mois, ça va directement chez un institutionnel, ou ça va directement chez mon épouse, donc les aides. Et malheureusement, mon épouse percute pas. Ça lui arrive. Ou mon époux, imaginons que ça soit Claire qui fasse ça, et mon époux ne réagit pas. À ce moment-là, on se retrouve avec la possibilité de dire, à ce moment-là, si moi j'étais l'une des 3 sur 5 de ABCDE, il suffit plus que de 2 sur 5 pour qu'on puisse récupérer. Donc quand je vous ai dit, soyez vous-même et pas un autre, les autres c'est pris, ça veut dire que tout ça, c'est des stratégies dont la plus-value, c'est la personnalisation, et c'est notre boulot. On peut aussi utiliser un autre outil, puisqu'on devient validateur nous-mêmes sur Ternoa. On peut utiliser un autre outil qui est le Time Guardian. Donc je vous ai parlé de Bitcoin, là maintenant je vous parle de l'environnement EVM, Ethereum, et autres, on va dire. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je décide de splitter ma seed, et qu'est-ce que je vais décider de la splitter, parce que je ne sais pas s'il faut la mettre entière, et je vais la mettre dans une time capsule. Et de cette time capsule, elle a une sortie officielle, c'est-à-dire un événement qui fait qu'elle sera révélée. C'est pour ça que c'est un outil qui va être utilisé beaucoup par les notaires, et la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine, à Rennes, est déjà très en avance là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets l'information qui permet de débloquer, ou une partie de l'information qui permet de débloquer la situation, dans une time capsule qui est loquée, jusqu'à un moment qui peut être par exemple l'interrogation par le notaire du fichier des dernières volontés. Bingo, quand ça arrive, le notaire interroge, il récupère la partie de la clé qui manquait, et chez le notaire, on peut faire la succession avec les cryptos. Donc je vous ai présenté une solution au niveau d'essai sur Bitcoin, qui est vraiment Bitcoin, et puis une autre qui est sur EVM, avec ces outils-là. Donc ça, c'est pour la réponse technique.
La réponse juridique, eh bien, il faut savoir que là, on est en France et que on a l'avantage, c'est qu'on a un droit qui est ancien, qui est latin, qui a bon, ses contraintes, mais aussi ses avantages. On sait où on va. Donc, qu'est-ce que l'on peut aller travailler pour la transmission de ces cryptos? On peut travailler le jour où moi, je ne peux plus exprimer ma volonté. Et ça veut dire que je prévois simplement, par un mandat, que si jamais je ne peux plus exprimer ma volonté, c'est telle ou telle personne qui va le faire. Bon, mandat, protection future. On va dire que c'est plutôt pour des gens qui sont sur les 60 ans et plus, parce que c'est des choses qui, avant, on s'en préoccupe un peu moins. Ensuite, un mandat posthume, ça se fait aussi chez un notaire. Alors, ces mandats protection future et mandats posthume, je peux bâcher un peu les notaires, ils ne sont pas là, c'est des choses que les notaires n'aiment pas faire, parce que c'est très très mal rémunéré pour eux. Voilà, 150 € et ils se font chier parce qu'il faut le faire hyper personnel. Donc autant vous dire qu'ils vous le proposeront quasiment jamais. Et si vous ne le faites pas par un notaire, ça a moins d'efficacité. Donc le mandat posthume, c'est un truc très important qu'on utilise pour la transmission d'entreprise. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a peu ou pas travaillé, imaginons que j'ai une épouse, moi je suis, je sais pas, je suis chef d'entreprise et mon épouse est pédiatre. Est-ce que vous pensez que on a 2 enfants mineurs. Est-ce que vous pensez que si jamais je décède, mon épouse qui est pédiatre et mes 2 enfants mineurs ont la capacité de gérer quelque chose de complexe? A priori, non. Donc dans le mandat posthume, je désigne quelqu'un pour gérer le problème. Donc j'ai un portefeuille crypto. Je veux que ce portefeuille crypto, si je décède, quelqu'un puisse le liquider. Quelqu'un puisse le gérer puis le liquider. Eh bien, je le désigne dans un mandat posthume. Donc là, on est sur des actes qui sont juridiques. Nous, on peut aider à la rédaction et après, on va le faire chez le notaire. Et enfin, le testament. Si je suis plus là, j'ai envie de donner des bitcoins à l'un, pas à l'un, et des Ethereum à l'autre. Bon, alors ils ne sont pas contents, donc je dis, allez, je mets 50-50. Donc là, un testament, j'exprime une volonté. Et un testament, ça se refait autant de fois que l'on veut, et ça s'enregistre chez le notaire. On peut donner en pleine propriété comme on peut donner en démembrement. Juste un tout petit détail, si vous donnez des bitcoins, par exemple, vous dites à un enfant, tiens, toi, je te donne un appartement à Paris et toi, je te donne des bitcoins. Et ça, on ne le fait pas en faisant un partage. On fait une donation comme ça, simple. Si je décède 15 ans plus tard, chacun devra ramener le bien à la valeur qu'il a au jour du décès. Donc, c'est-à-dire que l'appartement qui valait 1 million, il y en a un qui le ramène pour 1,3 million, et les bitcoins qui valaient 1 million, l'autre, il les ramène pour, allez, on va se faire plaisir, 10 millions. Donc, ce qui veut dire que chacun va ramener la somme et on va diviser en 2. Donc si je ne fais pas de donation dit partage au départ, le partage il se fait plus tard. Je ne vous dis pas le bordel, enfin je vous dis pas le désordre que ça fait. J'ai fait une petite vidéo sur la chaîne Montaigne Conseil en prenant des exemples sympas. Vous allez voir, ça met un beau bordel dans les familles. Vous comprenez pourquoi les successions peuvent quelquefois être un tout petit peu compliquées à gérer. Donc donation simple, donation partage. Et puis après le don démembré. Donc on a dit, eh bien si on a un quasi-usufruit, eh bien je donne en fait la nue propriété, mais en fait je garde le bitcoin, et en contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne qui est mon nu propriétaire a une créance. Enfin, est-ce qu'il y a des alternatives? Il peut y en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau fiscal? Eh bien, on a la question de l'actif fongible ou non fongible. Est-ce que vous connaissez un actif non fongible? En anglais, on appelle ça un... Oui, c'est un gros mot ici, je sais. Début de semaine, c'était un mot à la mode, mais fin de semaine, moins, un NFT. Un NFT, c'est non fongible, donc on va dire que dans le NFT, on n'a plus la problématique du quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, ça veut dire que je garde tout et mon nu propriétaire, il a que dalle. Un NFT, ça peut être sympa, parce que par exemple, si j'ai un NFT dans un environnement EVM, et que j'ai du rendement, par exemple, j'ai du rendement avec du staking, avec des poules de liquidité, et ainsi de suite, mon NFT, il représente mon portefeuille EVM, il me donne, moi, usufruitier, un rendement, moi la capacité de gérer, et à mon fils ou mes enfants la possibilité de récupérer l'ensemble du portefeuille plus tard. Mais en tout cas, c'est moi qui aurai récolté les fruits. Donc ça me permettra de faire un NFT, et un NFT, c'est ce que va permettre, un NFT qui représente un portefeuille, c'est ce qui va nous permettre de faire ERC 4337. Voilà, ça, là, il y a vraiment un truc qui, au niveau gestion de patrimoine, est fabuleux là-dessus. Du propriété, pleine propriété, j'en ai parlé en une ou plusieurs fois, en boule ou en bear. Il y a les tenants du dire, bon, je suis en bear, je donne, parce qu'au moins je peux donner plus, ou d'autres qui disent non, je donne en boule, parce qu'en boule, j'efface plus de plus-value. Donc ça, c'est pareil, personnalisation de la stratégie. En direct ou en société. Tout le problème, c'est que certains disent, moi, je préférais régler
les choses en étant sûr statutairement que je peux tout gérer, je ne veux pas dépendre d'un smart contract, et que mes enfants ils puissent plus tard récupérer les choses. Donc dans ces cas-là, j'apporte mes cryptos, mais ça c'est une connerie, j'achète mes cryptos au travers d'une société, et je donne la nue propriété des parts de la société. Là c'est facile, hein, j'ai un code civil en application depuis 1804, c'est statutaire, c'est bordé, tout ça. Je ne vous conseille pas de détenir vos cryptos par des sociétés. Je dis que c'est une stratégie qu'on peut utiliser. J'achète mes cryptos par une société et je démembre les parts de la société. Comme ça, j'ai résolu un problème sans passer par un smart contract. Les autres pistes, l'assurance vie au Luxembourg. Aujourd'hui, on arrive à détenir, on commence à arriver à détenir des parts du fonds Tobam au Luxembourg. On travaille sur la possibilité de détenir des cryptos dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Je passe rapidement là-dessus. Il faut faire fi aussi de certaines conventions fiscales et de certaines stratégies patrimoniales. Je rappelle juste aux mineurs de Bitcoin que le minage est, au sens du droit fiscal français, considéré comme un établissement stable. Ça veut dire, si je mine au Congo, si je mine au Paraguay, si je mine à Oman, je suis considéré fiscalement comme ayant un établissement stable au Congo, à Oman, au Paraguay. Donc ça veut dire que si je veux faire une belle déclaration, il faut que je regarde ce que dit la convention fiscale franco-paraguayenne, franco-omanienne, Bon, autant vous dire, il n'y a pas grand monde qui la regarde, et surtout, c'est pas la peine, parce que Bitcoin n'est jamais cité dedans. Juste pour info, si vous minez aux États-Unis, il y a une petite faille dans le système fiscal, sachez que vous ne serez pas taxé sur les plus-values en cas de revente de Bitcoin. Veuillez nous consulter si ceci vous intéresse. Pour aller un petit peu plus loin, il faut faire une to-do list. La to-do list est assez simple, hein, je vous la mets ici. Il faut essayer d'anticiper un petit peu. C'est-à-dire dire, je verrai ça quand j'aurai 70 ans. Je pense que c'est la plus belle des conneries à faire. Pourquoi ? Parce que on va pouvoir faire des stratégies et les affiner. Ensuite, on doit définir une stratégie qui est... il faut partir du principe que aujourd'hui, l'UX n'est pas super souple pour être sûr que la première stratégie qu'on utilise, c'est la bonne. En tout cas, c'est une des stratégies qu'on utilise. Et je pense qu'il faut éviter d'avoir une seule stratégie de recovery. Je pense que ce n'est pas idiot déjà d'avoir une stratégie de recovery pour l'environnement Bitcoin et une stratégie de recovery pour l'environnement EVM. C'est pas idiot d'avoir plusieurs clés. Et surtout, tout mettre dans une capsule Ternoa, je pense que c'est une connerie aussi. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on sait que la capsule Ternoa est résistante au hack ? Bon, je sais pas, hein, j'aime bien l'environnement, mais voilà. Donc il faut vraiment mixer les stratégies pour éviter de se retrouver coincé avec la stratégie qui n'est pas la bonne. On les cumule et surtout, il faut éviter qu'elles soient contradictoires. On peut bien sûr passer par la partie qui est sociétaire. C'est une possibilité, sachant que la fiscalité aujourd'hui est un peu plus lisible dans certains cas de figure sur la société qu'elle ne l'est à titre personnel. Hein. Vous avez vu, est-ce que le stacking est considéré comme une activité dite professionnelle éligible au BNC ou pas ? Il y a des avis dans la salle ? Non, c'est un bordel, hein. Sincèrement, c'est pas simple. Donc, quelquefois, la stratégie par société est plus simple. Et puis surtout, s'entourer de conseils et vérifier ce qu'ils nous disent. Hein. Ça veut dire que parfois, avoir 2-3 avis, c'est pas idiot. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation d'un kit de survie si jamais, enfin un kit de fonctionnement si jamais Bitcoin vous survit. Moi, ce que je nous souhaite à tous, en fait, c'est une longue vie, hein, puisque vous avez pu remarquer qu'avant la mort, il y avait la vie, il faut la vivre à plein. Et deuxièmement, je souhaite aussi que Bitcoin nous survive. C'est que si Bitcoin nous survive, je pense que ça sera un très beau pari. Enfin, moi, j'y crois, c'est une profonde conviction. Et donc, ça nous permet d'aller prendre un certain nombre de décisions, qui sont les bonnes décisions, pour pouvoir faire en sorte que notre portefeuille puisse être transmis selon ce que l'on souhaite. Je suis à votre écoute si vous avez des questions, à partir du moment où elles ne sont pas trop des cas particuliers. Bonjour, merci bien. Je voulais savoir quel exemple on pourrait avoir pour ceux qui pourraient jouer le rôle de mandataire dans le cas des mandats de protection future. Alors, ça c'est une question. Aujourd'hui, on peut avoir deux types de mandataires, une personne morale ou une personne physique, donc une société ou une personne physique. En fonction de la personne qu'on désigne, on va désigner des capacités.
Si je désigne un organisme centralisé, qui a aujourd'hui le statut de PSAN ou demain de CASP, on pourra tout lui faire faire. On pourra lui demander notamment de pouvoir liquider le portefeuille. Mais on peut aussi, dans un mandat, désigner une personne physique pour pouvoir faire les opérations. Il n'y a pas là-dessus une interdiction particulière. Il faut juste qu'il en ait les capacités. Ok, donc ça pourrait être les notaires, les CGP Ça peut être un CGP, ça peut être un notaire, il n'y a pas de sujet. Par contre, pour un CGP, désignez-le personnellement aujourd'hui sur le mandat posthume plutôt que le désigner au titre de société. Parce qu'il y a quelquefois, on demande des habilitations particulières qui n'ont strictement aucun intérêt, c'est des habilitations sociales. Ok, voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? C'est gentil. 2 questions, c'est bien. On se dit qu'on a intéressé au moins 2 personnes dans la salle. Bonjour. Il y en a qui sont obligés de rester, donc... Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais une question concernant, quand vous parlez de purger les plus-values. Aujourd'hui, on sait que dans le droit français, il y a une sorte d'abattement, enfin, il n'y a pas de taxation pour les droits de succession, donc jusqu'à 100 000 € par parent. Est-ce que du coup, après, est-ce que c'est pris en compte en numéraire et est-ce que du coup, il y a une taxation? Donc, alors, si je donne en pleine propriété et que j'ai 2 enfants et que le portefeuille est détenu par 2 parents, chaque parent détient un abattement de 100 000 € par enfant. Donc les 2 parents peuvent donner 400 000 € en franchise. Ça, c'est pour la pleine propriété. Mais imaginons que je démembre et que je ne donne que la nue propriété. Vu qu'à 51 ans et plus, ça vaut 50%, ben on double les abattements puisqu'on peut aller jusqu'à 800 000 que l'on peut transmettre en franchise de droit de succession. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord, ok, très bien, merci. Pardon? Juste derrière vous, il y a une petite question. Merci, bonjour. Je ne suis pas sûre de bien formuler ma question, mais ça va être un peu comme ça. Bon, imaginons, il y a un parent, un enfant. Je veux donner donc, on va dire, un bitcoin. Dans 10 ans, mon enfant a certainement 18 ans, on va dire. Et donc, pendant les 10 ans, là, je veux garder l'usufruit. Et c'est là où, en fait, vous m'avez perdu. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Combien on doit payer à l'État? Alors là j'aurais 2 solutions possibles parce que je ne vous ai pas parlé d'un truc qui s'appelle la donation à terme, qui est encore plus rigolo. C'est une donation où on donne tout de suite et les effets sont plus tard. Que dans le cas d'enfants mineurs, on peut utiliser de manière beaucoup plus sympa, c'est-à-dire qu'on donne tout de suite et les effets sont dans 10 ans. Par contre, là, dans le cas présent, si je fais une donation de Bitcoin en gardant l'usufruit, vu que Bitcoin est un actif fongible, mon enfant n'aura jamais accès à Bitcoin. Sauf si je renonce à quoi? Ce que j'ai gardé. Si je renonce à l'usufruit. Voilà. C'est la seule manière où je peux lui transmettre en 2 fois. C'est pour ça que je parle de stratégie en plusieurs fois. Donc, pour répondre à la question, soit je fais une donation à terme, il récupère dans 10 ans, récupère vraiment dans 10 ans, ou soit je fais une donation où je lui donne la nue propriété, pas de souci, et simplement, dans 10 ans, je lui abandonnerai mon usufruit. Oui. Louis, tu as survolé un point essentiel. Tu dis si le portefeuille appartient aux 2 parents, chaque parent a sa franchise pour chaque enfant. Comment on prouve que le portefeuille... Non, j'ai pas dit portefeuille. J'ai dit portefeuille au sens général. J'ai pas dit chacun a son portefeuille. Hein, on est bien d'accord. Par contre, si tu peux dire que le portefeuille appartient aux 2 parents, au niveau, imaginons qu'il n'y ait pas de contrat de mariage. Donc, comment tu prouves que le portefeuille appartient aux 2 parents? Alors, comment je prouve? C'est extrêmement simple, parce que ça vaut pour tous les actifs. En fait, pour prouver qu'un portefeuille appartient aux 2 parents, je vais reprendre le régime matrimonial. Si je suis marié sans contrat, l'ensemble des revenus d'un ménage marié sans contrat, donc vous savez, tout le monde se marie sans aller chez le notaire faire un contrat, eh bien, l'ensemble des revenus est considéré comme commun dès avant leur perception. Dès avant leur perception, parce que ça veut dire quand il y a une saisie sur salaire, il faut savoir que c'est commun dès avant la perception du salaire, c'est-à-dire qu'on peut aller prélever sur le salaire du conjoint quand c'est l'un des 2 qui a fait des dettes. Donc si tu veux mon portefeuille, je prouve qu'il est commun à partir du moment où je suis sans contrat de mariage. Hein? Si tu as un contrat de mariage, par exemple, marié en séparation de biens, c'est... Non, mais bon, je connais les gens de ta génération, ils ont fait des contrats. Hein. Je ne révèle aucune information privée. Je ne parle d'une génération et moi-même, j'ai fait un contrat. Voilà. Alors, je vous encourage à avoir un notaire avant de vous marier. C'est un contrat de mariage. Deux petites questions de mémoire. Là, on parle des droits de succession. On n'est plus sur les plus-values. Donc,
Première question sur les droits de succession. De mémoire, c'est renouvelable tous les 10 ou 15 ans. Alors c'est 15 ans en ce moment, on espère 15 ans. bien que ça va revenir à 10. Voilà, ouais. Voilà. Ce fut à 10. Là, on a bien parlé des droits de succession, c'est très clair, on peut le faire tous les 10 ans. Donc Tous les 15 ans en ce moment. Tous Et les puis on 15 espère que ça ans, va revenir voilà. à 10. Voilà. Voilà. Deuxième question, à quel moment se déclenche la problématique de plus-value, d'impôt sur les plus-values, et pas d'impôt sur les Eh bien, successions? si je vends, si aujourd'hui, moi, je veux vendre une partie de mon portefeuille Bitcoin, je suis imposé sur la plus-value. D'accord? Si jamais je le donne à mes enfants, je le donne à une valeur donnée. Imaginons aujourd'hui, je donne un portefeuille à mes enfants de 10 bitcoins, eh bien je donne l'équivalent d'une valorisation de 250 000 euros. Si eux le revendent sur une base de 25 000 euros, le bitcoin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de plus-value. Par contre, moi, si je les ai achetés sur une base de 544 euros en 2015 par exemple, eh bien ils n'auront pas à payer la plus-value que j'ai fait moi. D'accord? Puisque je leur transmets à eux quelque chose qui est passé de 544 à 25 000. Et donc, eux, quand ils vont vendre sur une base d'entrée dans leur patrimoine de 25 000 et non pas d'entrée dans leur patrimoine de 544. Vous avez dit en introduction que la donation ou la transmission était déclencheur. Alors, non, ce que j'ai dit, c'est le plus-value. Voilà. Non, la transmission, elle purge la plus-value. Elle purge la plus-value, puisque, je pris l'exemple, moi j'achète à 544, je donne à 25 000. Vous avez compris que mes enfants, eux, quand ils vendent à 25 000, eh ben, ils ne sont pas taxés sur mon achat à 544. Et moi, je ne suis pas taxé sur la plus-value que j'ai faite. Non, non, non. Donc, il faut donner. Donc, il faut donner. Voilà. Après, il y a tout un échange, parce que vous savez quand... Oui, il faut donner, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut donner, faut donner. Je pense d'ailleurs, c'est une très bonne... Vous pouvez l'applaudir, parce que je pense que c'est très important. Ce qui est drôle, c'est que je me suis emmerdé à faire toute une partie technique sur cette présentation, tu sais. J'ai fait tout, je me suis emmerdé, Liana, tout ça, machin, les trucs, mini-script et tout. Et puis en fait, il n'y a que des questions de fiscalité, quoi. C'est ça qui est drôle. Voilà. Oui, merci pour ces explications très claires et intéressantes. Est-ce que le calcul de la plus-value en cas de transmission pour les questions d'héritage est fait de la même manière que le calcul de la plus-value si on revend les bitcoins qu'on a achetés soi-même? C'est-à-dire que... oui. Parce qu'on peut avoir acheté des bitcoins au début à 1 000 euros le bitcoin, et puis quelques années après à 4 000 euros, quelques années après à 20 000 euros. Et quand on revend, il faut faire un calcul sur la totalité, oui, qu'on rapporte au machin, c'est un peu compliqué. Oui. Est-ce que c'est pareil, c'est le même calcul pour les cas de transmission? Non, quand je donne, c'est-à-dire qu'on s'en fout complètement de savoir combien je les ai achetés, combien si à un moment donné, on a, mettons, 10 bitcoins, mais qu'on en donne à son enfant que 5, oui, on calcule sur... c'est les premiers alors là, c'est bitcoins différent. qui comptent pour la plus-value, ou c'est la moyenne du portefeuille? Comment c'est Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est... Quand on a des portefeuilles, on est in chaque fois qu'on achète, out chaque fois qu'on sort. Donc on aura un in pour tout ce qu'on a acheté et un out le jour de la donation pour la partie qu'on donne. Par contre, l'enfant, lui, il a un in à la valeur que vous lui avez donnée. Mais vous ferez un out sur votre calcul du 150 VH bis en disant j'ai donné tant, donc c'est un out dans mon portefeuille. Ça ne va pas changer intrinsèquement la valeur, puisque en fait vous donnez une partie du portefeuille. Donc en fait ça ne va en rien changer votre calcul de plus-value, puisque vous abandonnez une partie du portefeuille. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer après à titre perso dans l'événement, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions techniques? Non, parce que ça, c'est oui. un truc... Oui, une question technique. Ici, je suis là. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est technique, je pense. Si je détiens ma clé privée, oui, que j'ai mes bitcoins en propre, comment je fais pour dire à l'administration fiscale que ce sont bien les miens, que c'est bien moi le propriétaire? Comment je prouve cette détention? Alors, comment je prouve à l'administration fiscale? Est-ce que l'administration fiscale a besoin elle m'interroge là-dessus? Non, c'est moi qui veux apporter la preuve. Simplement, quand je vais chez le notaire, si je fais une donation et je vais chez le notaire, eh bien, c'est le notaire qui va me demander l'origine des fonds. Voilà, donc il faut juste que je sois obligé de tracer sur l'origine des fonds. Je pourrais vous indiquer quelqu'un dans la salle qui connaît bien la problématique. Mais en tout cas, c'est l'origine des fonds. Si on me demande de prouver, ça va être l'origine des fonds. Mais ça ne va jamais être l'État qui va vous le demander. L'État, en fait, il est content que vous révéliez des choses. Vous voyez ? L'État, il est beaucoup plus content que vous alliez le voir parce que ça fait 10 ans que vous n'avez pas déclaré l'IFI. Parce qu'il dit, ça y est, j'ai un mec de plus qui déclare l'IFI. C'est bon, c'est dans les stats. Vous voyez ? Donc là, si vous allez le voir en disant, bon, c'est bon, en fait, j'ai une clé avec 10 bitcoins dessus, l'État est très content. C'est celui qui va vous demander l'origine des fonds, c'est le notaire ou la banque ou la banque de vos enfants. Voilà. Mais après, oui. Et si on a mis à deux, par exemple,
Ou à 3, ou à 4, ou à 5? Eh bien, si on a miné à 2, 3, 4 ou 5, eh bien, c'est à vous d'aller faire la preuve que ce qui est rentré dans votre portefeuille, là on est encore sur de la fiscalité, mais sur ce qui est rentré dans votre portefeuille, il faut tracer l'origine des fonds. Et c'est ça dont on a besoin. Je prends un exemple simple. Imaginons que je fasse un don manuel à mes enfants. Ben, je dois révéler à personne ça. Par contre, mes enfants, quand ils vont vouloir vendre leurs bitcoins, là, ça va être autre chose. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont vouloir vendre? La plupart du temps, ils vont rentrer sur une plateforme qui va leur demander un KYC. Et dans le KYC, ils vont dire quoi? Origine des fonds, donation, d'accord. Ok, très bien, on vous a donné ça il y a 6 mois. Donc, comment la personne qui vous a donné ça les a acquis? En fait, c'est ça. C'est pas tellement l'État qui va vous le demander. C'est les prestataires qui vont vous faire vous liquider les choses. Enfin, juste pour revenir, et sans être pesant, hein, mais bon, 105 kilos, ça pèse quand même, juste pour revenir, ce que propose aujourd'hui, on a enfin, avec Liana d'un côté et Ternoa de l'autre, et on aura plein d'autres choses qui sont en train d'arriver, on a enfin des solutions qui commencent à être presque user-friendly pour transmettre. Et ça, moi, c'était quelque chose qui aujourd'hui m'angoissait un peu, de faire rentrer tous nos clients, parce que nous on fait du conseil en acquisition, rentrer tous nos clients sur les cryptos et dire, bon, maintenant, on n'a pas de solution encore simple et accessible pour traiter les problématiques Bitcoin d'un côté et traiter les problématiques EVM de l'autre, sachant qu'en plus, avec Liana, on a la double possibilité de traiter simplement le multisig et le time lock. Alors qu'on a un time lock uniquement beaucoup plus long sur Ternoa. Bon, j'ai épuisé les questions, peut-être vous avez faim. Une dernière pour la route? Allez, une dernière pour la route, super. Ouais. J'avais une question concernant Liana. Là, il y avait une attente de 6 mois. Est-ce que j'avais regardé un petit peu le logiciel, c'était bloqué à 6 mois ou 1 an? Ouais. Est-ce que ça va être déplacé? Parce que par exemple, moi, mon wallet, c'est que pour envoyer j'achète, ça va dessus et je ne veux pas faire de transaction dessus. Donc est-ce que ça compte sur les transactions entrantes ou il faut faire des transactions sortantes pour prouver qu'il y a une activité? Non, c'est l'activité qui fait qu'à un moment donné, l'activité s'arrête, entrante ou sortante, et à partir du moment où elle s'arrête, boum, là le décompte commence. Mais donc ça veut dire que quelqu'un peut nous casser notre portefeuille, parce que si quelqu'un continue à envoyer 10 sats tous les 3 mois, bah en fait il bloque le multisig du coup. Enfin il bloque les wallets d'après. Donc par exemple si j'ai 10 millions et que je perds et qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est mon argent, il veut pourrir mes enfants, bah il envoie 10 sats. Eh bien, je retiens la question qui est très bonne parce qu'on va faire une visio avec Kevin, Kevin Loaec de Wizard Sardine, en septembre. Et donc c'est une question qu'on va lui poser. C'est une question très intéressante. Voilà. Ça, c'est des objections fondées. Okay. Merci de l'avoir posée. Bon, merci à tous en tout cas pour avoir écouté.